Bandakani nous fait le plaisir d'être avec nous pour cette autre sortie du Grand 7. Bandakani, panafricaniste engagé, président du nouveau mouvement populaire, c'est bien le NMP, parti d'opposition au Cameroun. Bienvenue. Bonjour Madame Marc-Vaughan, merci de m'avoir invité. Permettez-moi de saluer les téléspectateurs qui sont attachés à votre émission et à notre chaîne Dash TV. Permettez-moi de saluer les techniciens, parce que quand même ici, nous ne sommes pas au four de moulin. Bien sûr. On ne peut pas nous regarder à la télé. C'est quand même grâce à eux qu'on nous regarde. Donc je les salue et merci de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir. Je vous salue vous-même de manière particulière. Merci, bonjour. Je vous en prie. Ça nous fait plaisir de vous avoir sur le plateau avec nous. C'est la deuxième fois, je crois, qu'on vous reçoit. Merci, nous sommes honorés chaque fois que vous venez nous rendre visite. Et bien sûr, on ne peut pas démarrer sans prendre vos nouvelles. Comment va le NMP? Très bien. Très bien. Le NMP est à l'avant-garde du mouvement panafricaniste qui a transformé le visage de l'Afrique, qui est en train de transformer les relations internationales. Le NMP est à la tête de ce mouvement qui essaye de transformer aussi la scène politique camerounaise en faisant tout ce qui est possible afin que le débat politique s'émancipe d'un bipolarisme de mauvais aloi, à savoir d'un côté les anti-biaïstes primaires et les biaïstes primaires de l'autre côté. Le Cameroun est trop important pour qu'on l'enferme dans ce prisme-là, qui est d'ailleurs fondamentalement improductif. Donc on essaye de travailler, ça coûte cher, hein, c'est difficile, mais ça bouge énormément, parce que l'intérêt du Cameroun, ce n'est pas d'être enfermé dans un bocal qui ne lui sied pas. Donc voilà, ça va bien, le parti fonctionne extrêmement bien. Là, vous m'avez invité, mais comme c'est vous, je n'ai pas pu vous refuser ça. On est en train de faire un séminaire, on est au 3e jour de ce séminaire. C'est un séminaire de direction du parti pour essayer de mettre le parti en phase avec les mutations qui travaillent le monde. Donc on est en plein séminaire là, ça va finir demain. Donc on travaille énormément, voilà, ça va. Nous nous sentons honorés que vous ayez laissé vos différentes activités pour être avec nous, surtout pour édifier les téléspectateurs sur l'actualité qui aura marqué cette semaine. Est-ce que j'avais le choix? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a une actualité qui aura retenu votre attention cette semaine? Non, mais c'est la RDC. Je suis très particulièrement préoccupé, attaché à la RDC, parce que c'est comme le centre de l'Afrique. C'est le centre de l'Afrique. J'ai été heureux que ça soit parmi les sujets. Justement, on reviendra de fond en comble là-dessus. La RDC, c'est l'Afrique. Ce n'est pas un problème des Congolais. Parce que il y a un chauvinisme et un nationalisme inadapté souvent qui amène les Africains à ne pas avoir une vision globale de leurs problèmes. Et le rôle du panafricanisme que nous avons relancé depuis bientôt 15 ans, c'est d'amener les Africains à articuler leurs problèmes nationaux avec cette vision globale de leurs problèmes. Les Africains ont les mêmes problèmes. Nous sommes un peuple, malgré la diversité de nos nationalités ethniques. On est un peuple, c'est démontré scientifiquement, c'est démontré historiquement. On a vécu les mêmes problèmes. Nous sommes menacés par les mêmes, mettez-moi la répétition, par les mêmes menaces globales. Il est impossible que dans un monde où nos ennemis, nos adversaires ont une vision globale, nous on est là avec des visions étriquées. Quand un Congolais souffre, ça ne concerne pas le Malien qui est à côté, ça ne concerne pas le Camerounais, ça ne concerne pas le voisin le plus proche. Alors que quand on va finir avec la RDC, c'est lui qu'on va attaquer. Alors que les problèmes que la RDC vit sont ces problèmes. Donc je suis très attaché, je suis de très près ce qui se passe là. Indépendamment de ce qu'on pense du président Tshisekedi, nous devons faire l'union sacrée autour de la RDC et dénoncer cet aventurier qui est au Rwanda et qui, parce qu'il a le soutien des Occidentaux, se croit tout permis et qui interprète sa longue taille comme étant un permis d'aller voler chez les voisins, d'aller créer des guerres partout en Afrique. D'accord, on reviendra de fond en comble. Je vous en prie. C'est l'une des thématiques retenues pour cette édition. Le temps pour nous de clôturer d'abord, même si on ne peut pas clôturer, puisqu'il y a eu plusieurs actualités sur le plan national. Le temps pour nous d'évoquer donc quelques sujets d'actualité qui auront meublé cette semaine qui s'achève. On a parlé cette semaine des chefs traditionnels et religieux des régions de l'Adamawa, du Nord
nord et de l'extrême nord Cameroun, et les grands imams des mosquées centrales de Douala et Yaoundé qui ont donc appelé à la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle de 2025. Leur appel était donc contenu dans une déclaration faite en marge de la réunion du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun qui s'est tenue le 27 janvier du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. Bien sûr, notre reporter Jean-Marie Onambélé a donné la parole à quelques hommes politiques qui analysent cette sortie des chefs traditionnels. C'était au cours de cette semaine. Regardez. À l'issue de l'un dernier congrès tenu lundi dernier à Yaoundé, les chefs traditionnels ont affirmé leur soutien à la candidature de Paul Biya. Pour ces derniers, Paul Biya est un homme d'expérience et fin connaisseur du Cameroun. Les chefs ont démontré leur attachement à leur pays. D'abord, les chefs ont dit pourquoi est-ce qu'ils souhaitent que le président Biya continue son action. Et nous pensons que toute personne réfléchie ne peut pas aller à l'encontre de ces trois conditions. Les chefs restent aussi des humains. Et nous pensons qu'un chef qui va contre sa population n'est pas un bon chef. Pour certains observateurs avertis, cet appel à candidature des chefs est inopportun. La chefferie traditionnelle dans notre pays représente notre richesse. Et c'est une honte que, pour des raisons de politique politicienne, qu'on puisse l'instrumentaliser pour le cas de ce genre. Et les infantiliser comme c'était des bambins. Pour quelques je sais pas, je veux pas, pour les boutis, et on leur fait signer toute une déclaration. D'ailleurs, qu'il faut préciser que c'est 13 individus sur 942 chefferies que compte le Cameroun, première et deuxième catégorie. Une initiative des chefs traditionnels qui risque d'avoir un impact sur la population de la vie de certains. Les chefs ont parlé à leur nom, ils n'ont pas parlé au nom des populations qu'ils sont censés encadrer. Nous pensions que cette réaction des chefs déshonore les chefs en eux-mêmes. Nous pensons en toute objectivité qu'il était question que les chefs aillent parler, plaider pour leur cause, plaider pour la cause des populations qui vivent le martyre au quotidien. Il y a une panique générale parce qu'ils se disent que les gardiens de la tradition s'étant prononcés, mais seulement ils n'ont pas compris. Les gardiens de la tradition, ils ont plutôt demandé à Paul Biya de continuer son action parce qu'il y a la stabilité, il y a autre chose. Le Conseil des chefs traditionnels réuni à Yaoundé est un organe regroupant près d'1 millier de chefs traditionnels issus des différentes régions du Cameroun. Voilà, c'était donc au tour des chefs traditionnels de se ranger derrière le président Paul Biya en lui demandant de se présenter pour la prochaine élection présidentielle 2025. Vous avez écouté les différentes réactions des intervenants dans le reportage. Quelle est votre analyse par rapport à cette sortie des chefs traditionnels? De manière fondamentale, les chefs traditionnels n'ont pas à se mêler de politique et de politique politicienne. De manière fondamentale. Pas parce qu'ils sont seulement les garants de la tradition, parce qu'ils doivent gérer la diversité politique de leur chefferie. Il est évident qu'on ne conçoit pas que dans une chefferie, il y ait un unanimisme politique qui ferait que toutes les populations de la chefferie adhèrent à un parti politique. De ce point de vue, s'investir dans la politique politicienne peut diviser la chefferie, peut créer des fractures au sein de la chefferie, ce qui soit de nature à affaiblir la chefferie. Mais ça, c'est une position fondamentale. Oui. Je voudrais rappeler que historiquement, nos chefferies ont été carrément détruites par la colonisation, par l'esclavage. Ça fait que depuis ce moment-là, nos chefferies ne sont plus ce qu'elles étaient hier, à savoir des entités équilibrées, réellement authentiques et porteurs d'un rôle historique traditionnel. Donc ça fait que l'État néocolonial camerounais a hérité de cette tradition. Et il va pousser ça au stade suprême en faisant des chefs traditionnels des auxiliaires de l'administration. Parce qu'il faut rappeler ça quand les gens parlent. Ils sont des auxiliaires de l'administration. Donc, ce n'est pas seulement dans la faveur de l'élection présidentielle qui est censée se tenir cette année qu'il y a une démarche très vieille de destruction de la chefferie et des valeurs qu'elle est censée incarner. Donc, il ne faut pas faire comme si ça commence là, avec l'élection actuelle là. C'est important de rappeler ça. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, les chefs traditionnels peuvent interpréter la situation que le pays traverse comme étant une situation grave, d'autant plus que les enjeux de succession
sont de nature potentiellement à ouvrir des portes à la déstabilisation profonde de notre pays. Tout ça. Donc, ils peuvent donc estimer du haut de leur fonction que la préservation de la stabilité du pays va primer donc sur cette neutralité objective qu'ils sont censés avoir de par leur fonction. Donc il faut aborder ça sans excès. Moi j'entends des excès, on dit ils ont déshonoré la tradition. Non, elle est déshonorée depuis l'esclavage, depuis la colonisation, depuis le néocolonialisme. Et ceux qui font semblant de défendre les traditions des chefs, je dis, se taisent. Parce qu'ils disent rien. Ils semblent oublier qu'on est dans une démarche qui se manifeste par cet épisode, n'est-ce pas? Mais qu'en réalité, pour régler ça, il faut remonter très loin. Oui. Donc, c'est important, je voulais bien résumer, il faut qu'on me comprenne bien. Il faut qu'on comprenne bien cette position, ma chère Marie-Yvonne. Vous savez que c'est un homme public qui est très écouté. Donc, je le dis clairement. Il ne faut pas juger cette affaire de manière ponctuelle. Il faut partir de loin de l'histoire. Constater que la chefferie a été dénaturée depuis très longtemps. Et que cette dénaturation de la chefferie a culminé avec le fait que l'État camerounais, que moi j'appelle un État néocolonial de manière objective, continuant l'œuvre colonisatrice, a fait des chefs des auxiliaires de l'administration. C'est-à-dire on les a tellement rabaissés qu'un chef parle à peine à un sous-préfet. À peine. Donc ça c'est la situation structurelle des chefs. Si on veut aider les chefs, il faut qu'on règle ce problème de fond. Donc pour moi, leur attitude est normale, puisque depuis ils sont faibles. Ils sont auxiliaires de l'administration. Ils ne peuvent que faire ça. Donc, mais fort de ce point de vue, je constate que, bon, ayant donc interprété la situation du pays, des périls qui se profilent à l'horizon, si la situation du président de la République est mal maîtrisée, ils ont pris leurs responsabilités. L'histoire jugera et on peut apprécier. On a écouté dans le reportage tout à l'heure un intervenant qui disait que les chefs traditionnels n'ont pas parlé au nom de la population, mais un chef traditionnel porte quand même la voix d'une communauté. Bon, je pense qu'il a raison. Le fait qu'un chef se prononce en faveur d'un candidat n'oblige pas sa population à voter pour ce candidat. Les populations, si elles sont des sujets de leur chefferie au plan traditionnel, n'empêchent pas moins leur libre arbitre politique. Donc, ce n'est pas forcément dit que si les chefs ont appelé à voter pour un candidat, la population va suivre. Mais d'ailleurs, on a connu des produits. Au Cameroun, on a connu ceci. Dans les années 90, peut-être vous étiez encore très jeune, on a connu ça, où les populations sont allées à l'encontre des positions des chefs, de certains chefs dans le pays. Ce n'est pas nouveau, hein. Mais il y a une dimension symbolique de par ce que les chefs le représentent. Et ce n'est pas un point à négliger. Il y a une dimension symbolique, il y a une dimension d'autorité, de légitimation traditionnelle, parce qu'ils incarnent quand même ce pouvoir-là, qui a son pesant d'or dans la stratégie du ministre Atangandi et du président de la République, si tant qu'il est réellement candidat, parce qu'il n'est pas encore officiellement candidat. En parlant de candidats, il y en a certains qui ont déjà déclaré leur candidature. Il y a des partis politiques qui ont été autorisés officiellement à se présenter, à participer à la prochaine élection présidentielle. On parle justement de cette élection présidentielle-là. De plus en plus, on a la sortie des chefs. Avant, il y avait la sortie des évêques qui plutôt demandaient au président de la République de penser à laisser tomber le pouvoir. On a de plus en plus ces positionnements-là. Oui, cela peut jeter quelques craintes sur le déroulement de l'élection présidentielle. Oui, bon, quelques évêques. Et puis, le temps a passé, vous voyez, ça a beaucoup évolué en leur sein, hein. Ceux qui se sont levés à l'époque pour danser auprès de ces évêques, moi je leur ai dit faites attention parce que moi je connais très bien le comportement de la hiérarchie catholique, je connais très bien les liens historiques, structurels qui lient la hiérarchie catholique camerounaise à ce régime-là. Oui. Donc il faut être naïf pour croire que leurs divergences sont profondes. Il y a trop d'intérêt en jeu pour que la hiérarchie catholique puisse attaquer frontalement le régime. Vous avez vu entre-temps, comment ça s'est calmé. La position de la conférence épiscopale à l'issue du séminaire de Boya était plus nuancée, etc. Et à l'époque, j'avais pris position pour dire que non, l'Église ne peut pas faire la politique politicienne. Elle peut jouer son rôle prophétique, comme elle en revendique. Oui. C'est-à-dire dénoncer, alerter. Ça, c'est un rôle incontestable.
par rapport à la mission de l'Église, entre autres missions qu'elle assume. Mais aller entrer dans la politique politicienne, à l'époque j'avais dénoncé ça, mais j'avais rappelé que il faut être très naïf pour ne pas comprendre le lien organique qui lie l'Église catholique, la hiérarchie catholique et l'État du Cameroun. Et il faut être naïf pour faire ça. Bon, d'autres ont cru qu'il y avait un certain printemps catholique, parce qu'il y a quelques évêques, Monseigneur Cléda et deux autres hiérarques de l'Église catholique ont pris des positions. Mais très vite, ça s'est arrangé. C'était un feu de paille, finalement. Très vite. L'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Barga, il faut voir ses positions. La conférence épiscopale a fait une sortie. Voilà. Donc, c'était rien de très grave, finalement. Je pense et puis, on est habitué. Ceux qui ont une fine connaissance, je répète encore, de l'histoire du Cameroun, de la manière dont l'Église catholique fonctionne face à ses intérêts, de la manière comment cette Église s'est constituée au Cameroun, de ses rapports avec le régime. Je rappelle que le régime qui gouverne le Cameroun est un fils direct de l'Église catholique. Les gens sont naïfs, ils ne le savent pas. Parce que la France, c'est la fille aînée de l'Église catholique. Et l'État camerounais, c'est le petit-fils. Voilà. Historiquement parlant de l'Église catholique, il faut faire attention de se mêler entre les histoires d'un petit-fils. Parlons comme ça, le grand-papa. D'accord, on ne va pas sortir de ce sujet. Je suis sûr qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui se posent la question. Et le NMP alors? On est dans pleine année électorale. Quelles sont vos nouvelles? Non, ça va très bien. Comment vous préparez pour l'élection? Non, on prépare l'élection depuis 15 ans. Oui, bien sûr. Nous, on n'attend pas les élections pour travailler pour l'Afrique, pour travailler pour le Cameroun. On est le rare parti politique au Cameroun qui, n'ayant pas d'élu, n'ayant pas de fonction officielle, a le meilleur bilan que tous les partis réunis. On a le bilan qui dépasse même le bilan de certains États. Ce qu'on a fait pour l'Afrique, c'est évident. Donc, de ce point de vue, l'élection présidentielle pour nous n'est pas... je veux dire que c'est pas la fin du monde. Pour nous, c'est un moyen. Il faut donc définir les finalités pour lesquelles certains s'agitent autour de l'élection présidentielle. Quelles sont vos finalités? Quel est le projet que vous avez? Quelle est votre stratégie pour implémenter votre programme? Parce qu'un programme politique, c'est pour les naïfs. Parce que vous avez un programme politique, il faut des moyens pour l'implémenter. Il faut des stratégies pour contourner les obstacles objectifs qui vont s'opposer à l'application de votre programme, etc. Tout ça doit être expliqué, doit être démontré. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'on observe, c'est les gens se présentent à l'élection présidentielle et puis on s'en fout réellement de savoir qu'est-ce qu'ils portent réellement comme projet. Au-delà de ce qu'ils disent. On peut vous planter le meilleur programme du monde. Vous savez, Charles Pasqua, l'ancien ministre français de l'Intérieur, disait « ça n'engage que ceux qui y croient ». Mais on peut vous présenter un programme. Il revient à vous, à qui on vend un programme, d'exercer votre raison pour savoir si ce qu'on dit là, est-ce qu'on a une capacité de le mettre en œuvre? Est-ce que par son profil connu, on est en capacité de faire ce qu'on dit? Quelles sont vos alliances cachées? Quels sont vos jeux cachés? Etc. Mais malheureusement, au Cameroun, il y a une telle inculture politique qui fait que, de plus en plus, l'idée ethnique prime sur l'idée nationale. Et du coup, quand vous avez ce genre de niveau, des gens qui ont une pensée ethnique auront de la peine à projeter un programme politique dans la sphère internationale pour voir les possibilités réelles que le candidat a pour implémenter sa politique. D'accord. Je vous avais parlé d'alliances cachées là tout à l'heure. Est-ce que le NMP a des projets d'alliance? Non. Pas pour le moment. Nous ne sommes dans aucune coalition politique au Cameroun. D'accord. On a été sollicité, on a dit on n'est pas dans aucune coalition politique parce que tous ces partis aujourd'hui combattent même le panafricanisme, ne s'y intéressent pas, considèrent que le Cameroun c'est une île. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya, c'est le régime, il faut le chasser. Or, les problèmes du Cameroun sont des problèmes internationaux. Et les problèmes internationaux sont des problèmes nationaux. C'est ça la globalisation, Madame Marivonne. C'est ça la mondialisation. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que les hommes politiques s'élèvent à ce niveau? Ils font comme si les problèmes camerounais sont des camerounaiseries. C'est-à-dire c'est une affaire... Non. Notre économie est extravertie. La diplomatie est confrontée à une réelle politique mondiale extrêmement cruelle à l'égard des pays faibles. Tous nos matières premières ne nous appartiennent pas, on n'a pas de monnaie, etc.
Mais notre population a faim, elle a besoin d'accéder à des biens de base. Mais tout ça, il faut lui expliquer ça. Vous ne pouvez pas diriger le Cameroun sans avoir une capacité à manœuvrer dans l'océan de marigots internationaux. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais quand vous regardez les postures, regardez les prochains. Il y a un certain éveil quand même de l'Afrique qui réclame son indépendance pratiquement vis-à-vis des États occidentaux. On a les pays d'Afrique de l'Ouest qui de plus en plus veulent s'affranchir de la domination des puissances occidentales. On a le Cameroun qui essaie également de se positionner, qui essaye d'abord de rétablir l'histoire. On entre bien dans la deuxième thématique. Ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest, Madame Marivonne. Permettez-moi de vous le dire. Bon, j'ai pris l'Afrique de l'Ouest en exemple. Le Tchad, le Centrafrique, le Cameroun lui-même qui joue de manière silencieuse. Le président ne fait pas de bruit à ce moment, mais nous savons ce qu'il fait. Et d'ailleurs, on parle justement de ce président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui a reçu cette semaine au Palais de l'Unité à Yaoundé le rapport de la commission des chercheurs français et camerounais sur le rôle de la France pendant la colonisation et après l'indépendance du Cameroun. Une semaine plus tôt, c'était au tour du président français Emmanuel Macron de recevoir ce rapport. Et donc, ce document est donc le fruit d'un travail mené depuis mars 2023 par des historiens camerounais et français sous la direction de la chercheuse Karine Ramondi. Jean-Marie Onambélé a traité cette information cette semaine. Il était temps de sortir de la grande nuit. L'histoire est une lutte obstinée contre la nuit. Tels sont les propos cités par Karine Ramondi, coprésidente de la commission Mémoire France-Cameroun, qui remettait son rapport au président de la République Paul Biya au Palais de l'Unité. Ce rapport est le produit d'une aventure humaine réussie, une équipe de chercheurs franco-camerounais mobilisés pour effectuer un travail de vérité, de mémoire et d'histoire. 100 cartons d'archives dépouillés, 2300 documents déclassifiés, consultables, qui seront rendus librement communicables à la parution de ce rapport, une dizaine de dons d'archives privées, une centaine d'entretiens mobilisés. La coprésidente profite pour donner quelques faits contenus dans le rapport. Décrire les violences multiples et illégales exercées par les troupes coloniales et camerounaises placées sous le commandement d'officiers de l'armée française dans le cadre d'une guerre totale, inspirée par la doctrine de la guerre révolutionnaire et qui ont inclus assassinats, emprisonnement arbitraire, déplacement massif de population et camps de regroupement. Après l'intervention du ministre délégué à la francophonie, chef de la délégation française, le chef de l'État Paul Biya prend la parole. Il évoque l'antériorité de sa préoccupation sur le sujet contenu dans son livre-programme pour le libéralisme communautaire. J'ai observé en 1987, dans mon livre intitulé « Pour le libéralisme communautaire », que, je cite, « L'indépendance de notre pays fut conquise de haute lutte par de nombreux et 10 enfants issus de notre terroir. Il revient à nos historiens de rendre compte, sans complaisance ni parti pris, de ce que fut la décolonisation. » Pour le chef de l'État, le rapport vient à point nommé et ouvre les perspectives. Il fallait en arriver là et admettre ensemble cette catharsis entre la France et le Cameroun, deux pays amis aux relations séculaires, plurielles et multiformes. Le président de la République Paul Biya annonce une mise en place d'un comité de suivi de ce rapport. C'était donc la cérémonie de remise de ce rapport qui s'est déroulée cette semaine au Palais de l'Unité. Est-ce que ça suscite quand même une once de satisfaction chez vous, Bandakani? Non, pas tout à fait. Mais c'est de manière fondamentale. Tout ça, ce sont des victoires du combat que nous avons déclenché. Parce que M. Macron est bien obligé de répondre à la vague panafricaniste. Et il répond en étant le bourreau qui veut écrire l'histoire de sa victime. C'est ça la faute fondamentale, la faille fondamentale qui fait que
quelle que soit la rigueur des méthodologies scientifiques qu'on mettait en œuvre, ça serait un rapport biaisé. C'est un. Parce qu'un politicien n'écrit pas l'histoire. Sinon, vous devenez un historien politicien. Oui. Or, nous savons que toute cette dynamique est présidée par le président de la France, M. Macron, qui est dans une logique de défendre ses intérêts en Afrique. D'enrayer un mouvement, comme il appelle ça le sentiment anti-français. Bon, c'est n'importe quoi, hein, mais c'est comme ça que lui il appelle ça. Donc, et vous connaissez tous les moyens que la France déploie pour contrer cette vague-là, qui est devenue une déferlante, contre laquelle, manifestement, elle est impuissante. Donc c'est ça le problème. Je ne dis pas qu'un président ne peut pas ordonner, déclencher, n'est-ce pas, un travail de vérité sur un pan de l'histoire, soit de son pays ou de son rapport à d'autres nations. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je précise qu'il y a une spécificité dans le comportement du président français. Il est dans une situation où la preuve, Madame Marivonne, pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est la question. Ouais, donc la question du timing, ça parle de tout. Il est acculé, il est aux abois, il est incapable de se mettre à la hauteur d'un mouvement des Africains et de l'Afrique qui réclame une décolonisation véritable des relations franco-africaines. Il n'est pas à la hauteur, il réagit, il veut casser ça, et il manœuvre. Voilà pourquoi je dis qu'il n'est pas en capacité de faire monter, de faire émerger une objectivité scientifique pure dans le contexte d'une telle nécessité historique, à savoir la vérité sur nos relations avec la France. Donc c'est important. Voilà pourquoi je dis que c'est un politicien historien. Un politicien, quand on fait l'histoire en tant que politicien, la vérité scientifique paye le prix. Elle va périr, la vérité scientifique. Deuxièmement, M. Macron met cette commission sur pied en réaction à l'action du président de la République qui lui a créé, oui. Voilà, vous savez ça, oui. Par décret présidentiel, a créé une commission pour réécrire toute l'histoire du Cameroun. Oui. Voilà, le décret là, la commission travaille, les gens ne le savent pas. La commission est déjà constituée, le budget est là, les membres ont été constitués. Je pense que c'est sous l'encadrement du ministre de la Culture. Donc c'est à ça que M. Macron réagit brutalement, met sa commission sur pied de manière lapidaire. Une commission mixte quand même. Voilà. Qui en a choisi les membres? Il y a des Camerounais à l'intérieur. Qui les a choisis? Qui les a choisis? Voilà. Donc, vous voyez très bien. Vous voyez la démarche de l'individu. C'est un individu arrogant. Bon, il est ce qu'il est, Macron. On sait très bien qu'il n'est pas très équilibré. Donc, il est arrogant et tout. Donc, il a choisi les membres lui-même. Il a placé là. Il y a même des artistes qui sont même présidents. Bon, c'est une chercheuse. Donc, on ne peut pas remettre les compétences en cause qui a la tête, mais elle n'ira pas contre les intérêts de la France quand même. Elle a beau être chercheuse scientifique, elle n'ira jamais contre les intérêts de la France. Donc, vous voyez, tout ça fait que cette commission manque de crédibilité. Comme toutes les autres commissions qui l'ont précédée, dans le cadre des relations franco-africaines. Voilà, les rapports de toutes les commissions que la France a mis sur pied ont toujours créé des problèmes. Parce que la France est en même temps juge et partie. Madame Marivonne. C'est ça le problème. Je n'ai pas encore lu le contenu, mais il y a des fuites. Et moi, je ne suis pas surpris. À la fin du rapport, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il faut rappeler que non, nous, on a fait ça jusqu'en 60. En 60, c'est les Camerounais, vous vous entretuez. Ce sont vos frères qui vous tuaient. C'est n'importe quoi. Vous voyez comment ils manœuvrent? Et c'est criminel, hein, de jouer comme ça avec la mémoire des peuples. C'est criminel. Parce que là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut opposer de la pure tradition coloniale le nègre au nègre. Alors qu'on sait très bien qu'au Cameroun, jusqu'aux années 70, l'armée camerounaise était balbutiante. On connaît qui est M. Ahidjo, le président Ahidjo perd à son nom. Le dit, ce n'est pas l'insulter maintenant qu'il n'est plus là. C'est rappeler l'histoire, il a été placé par la France. Après que la France ait décimé le mouvement patriotique nationaliste camerounais, tué pratiquement des millions de Camerounais, madame, rasé des villages. On les compte par centaines, les villages rasés. Et vous venez après dire que non, vous êtes entretués entre vous les frères. Les supplétifs tchadiens, si on prend le cas des Tchadiens et des autres, ils opéraient aux ordres de qui? Mais c'est la France qui donnait les ordres. Tous les conseillers spéciaux qui entouraient le président Ahidjo jusqu'aux années 70, et même en passant, et même plus, c'était les conseillers qui
C'est les conseillers français. Donc vous voyez la manœuvre insidieuse qui est à l'intérieur. Je dis, c'est criminel de vouloir faire ça. Et d'ailleurs, moi, je m'en réjouis, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'enfin, c'est ça qui est intéressant dans ce rapport. Si le rapport-là a même quelconque intérêt, ce n'est même pas son intérêt scientifique, parce qu'il n'en aura jamais. Et c'est ce que j'allais vous demander. L'intérêt, finalement, c'est lequel? Non, je ne veux pas être excessif. L'intérêt scientifique, c'est ce que la dame a dit. Oui. Moi, faut pas... Il y a des archives qui sont désormais accessibles. Oui. On les a, apparemment, on en a fait don. C'est une bonne chose pour le plan de la recherche scientifique, sur le plan d'un travail scientifique. Là n'est pas le problème. Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas une faveur. Ça ne peut pas être une faveur. C'était une entreprise coloniale. Donc ces archives-là nous appartiennent. L'erreur, c'est que la France ait conservé ça depuis très longtemps. Si la France était un pays sérieux, il y a longtemps qu'elle aurait remis ces archives-là. Ça veut dire que nous sommes quand même sur la voie, ou est-ce qu'on est en train d'aller? Attendez, je sais de vous expliquer, Madame Marie, vous comprenez bien ma démarche. Je vous dis que je vous explique le contexte dans lequel cette commission surgit. Je vous ai parlé de la personne qui M. Macron. Il a une psychologie particulière que tous les Africains connaissent. Ça fait pas un mois que nous avons insulté à Mondovision. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Vous n'insultez pas un continent à Mondovision et sa population. Et vous croyez que vous allez faire un rapport, madame, objectif. M. Macron dit que nous ne sommes pas des hommes. Quand un président dit l'ingratitude est une maladie non transmissible aux êtres humains, et il vient de dire 2 minutes avant que les Africains sont ingrats. On n'est pas capable, on ne dit pas merci à la France, on est ingrat. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que vous n'êtes pas des êtres humains. Puisque l'ingratitude n'étant pas transmissible à l'être humain, comme vous êtes ingrat, vous n'êtes pas des êtres humains. C'est votre analyse, président. Non, c'est un fait. C'est un fait, je comprends que vous voulez, vous êtes dans votre rôle de journaliste. Bien sûr. C'est un fait, c'est clair. Il n'était pas obligé de dire ça. Vous croyez qu'un monsieur qui considère qu'on n'est pas les êtres humains va subitement, à l'occasion de la rédaction d'un rapport, redécouvrir notre humanité? Non, madame, c'est pas vrai. Nous sommes dans les rapports de force internationaux. Nous sommes dans des intérêts internationaux, madame. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'émotion. Il est très facile de manipuler l'Africain sur la base de l'émotion. Non, la France est gentille, elle a ouvert les archives, elle a fait don des archives, Macron veut faire, il essaie quand même un peu, d'autres n'ont rien fait. Il n'y a qu'aux Africains pour qu'on peut vendre des bêtises comme ça. L'intérêt, c'est dans lequel? Non, l'intérêt, c'est qu'il veut troubler la mémoire. C'est de la subtilité, madame Marivonne. Je vous dis que vous ne pouvez pas nier l'humanité des gens il y a quelques jours et venir croire que dans le cas d'un rapport, il fera le contraire. C'est ce qu'il essaie de vous démontrer. Deuxièmement, je vous expliquer que son problème, c'est d'enrayer la vague panafricaniste qui est en train de chasser la France du continent. Il veut enrayer ça. Au lieu d'aborder ça autrement. S'il était sérieux, il aurait compris le véritable message des Africains. Mais ça, il n'est pas en capacité de le faire comme tout président français. Mais je voulais vous dire quel est l'intérêt, de manière objective, pour nous, par rapport à ce rapport. L'intérêt n'est pas scientifique. Les Camerounais savent écrire l'histoire. L'histoire de nos rapports avec la France est écrite. Il y a des centaines de livres, madame. Des centaines de livres. Ce rapport-là, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il va dire qu'on ne connaît pas? Les Camerounais, les Africains, les scientifiques dans le monde entier ont travaillé. Il y a des livres. Moi, je peux vous en procurer des livres. Il y en a qui parlent de ça. Donc, la nouveauté, c'est simplement que le président l'a dit tout à l'heure, je vais devenir discours diplomatique, mais puissant du président de la République. Par rapport à ça, du haut de son âge, il ironise, comme d'habitude, pour rappeler aux Français que, enfin, il fallait bien y arriver. Il dit, il fallait bien y arriver. Le message est clair que, bon, le président, c'est un diplomate, mais quand il parle, on comprend. En fait, il se moque d'eux. Il se moque d'eux. Tout à l'heure, je vais vous démontrer pourquoi le président, ce qu'il dit dans son discours. L'intérêt politique pour nous, c'est quoi? C'est que, eh bien, l'État camerounais et la bourgeoisie administrative, politico-administrative camerounaise est placée devant cette responsabilité. Qu'est-ce que la France est en train de dire? C'est vous qui avez tué vos frères. Nous, on a fini en 60, vous étiez indépendants, on n'était plus là. C'est vous qui avez tué vos frères. Donc, dès les années 60, c'est une guerre intra-camerounaise. C'est une quasi-guerre civile. C'est ce que la France est en train de dire. Mais à eux de réagir. À eux de réagir maintenant. Et là encore, moi, j'interpelle en direct le général Semengue, avec tout le respect que je lui dois, pour sa contribution à l'émergence de notre armée. Mais je l'interpelle, lui qui a passé le temps jusqu'à aujourd'hui à considérer que les maquisards étaient des terroristes. Et là, il y a une contradiction politique, madame Marivonne. Et c'est ça qui nous intéresse. La contradiction, c'est que le président de la République dit
un peu en ironisant que, ben, écoutez, moi, dès mon accession au pouvoir, j'avais posé le problème dans mon livre-programme, mon livre de base. Et il lit ça. Donc c'est une leçon qu'il donne, très poliment, que, ben, écoutez, vous êtes très en retard. Dans mon livre, je rappelle ça et je demande, dès mon arrivée au pouvoir, que la vérité soit faite là, de manière neutre, sans parti pris. Il a dit, et c'est vrai, c'est dans son livre éponyme, Libéralisme communautaire. Mais qu'est-ce qu'on constate? Le président l'a dit dans son livre-programme, qui est censé être la boussole, n'est-ce pas, de sa gestion de l'État, la boussole qui est censée éclairer tous ceux qui travaillent pour lui. Mais le général Semenga a toujours défié le président en disant à Mondo Vision que non, ce ne sont pas les héros de l'indépendance. Alors que le président dit que ce sont les dignes fils du Cameroun qui ont donné la vie pour l'indépendance, le général Semenga a toujours dit que ce sont des terroristes. C'est ça qui est intéressant pour nous, il y a une contradiction. Il faut qu'au niveau de l'État, il y ait une certaine cohérence. Une seule version. Non, oui, si vous voulez, moi je ne vais pas demander ça, mais qu'il y ait de la cohérence. Et qu'il y ait entre les propos des éminents, des figures éminentes du régime, et la démarche du président. Là, on voit très bien qu'il y a une contradiction. Et moi, je dis, c'est intéressant. Accusez, défendez-vous. Si vous avez tué vos frères, alors qu'ils réclamaient l'indépendance, qui vous nourrit, vous, au pouvoir, mais il y a un problème grave. C'est une honte dans l'histoire. Et le général Semenga ne s'honore pas, chaque fois, à maintenir cette position. C'est ça l'enjeu. Et il n'est pas seul. Il y a un grand courant comme ça au sein de l'État camerounais. On les appelle les ojulatistes. C'est un courant-là. Et c'est Macron, très habile, veut réactiver cette division pour nous renvoyer la patate, que ça vous regarde. De toutes les façons, c'est en ça que c'est cynique. Dans ce rapport, c'est en ça que ce rapport, madame, moi je vous dis... Il y aura des corrections qui seront faites. Non, il n'y a pas de correction à faire. Si, bien sûr. Non. Il y a des corrections qui seront faites. La commission camerounaise est en train d'écrire l'histoire de Cameroun. C'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est ça qui nous intéresse. Ce rapport n'est pas intéressant pour vous. Sinon, non, pour vous, on va déchirer ça. Je vous le dis, on va déchirer ça. Symboliquement. Vous écoutez, c'est important. déchirer un rapport symboliquement ne veut pas dire qu'on ne le conserve pas. Très bien, qu'on ne le conserve pas pour la science. C'est clair, la mémoire historique. Mais symboliquement, nous le déchirerons publiquement si on est au pouvoir. Parce que c'est une agression contre la mémoire historique de notre pays. C'est inacceptable. M. Macron ne peut pas charcuter notre mémoire. Il n'a pas vocation à se mixer dans notre mémoire comme un chirurgien satanique, essayer de tricoter ça, de déchirer comme il veut. C'est voyou ça. D'accord. Et c'est criminel. En tout cas, vous nous dites qu'il n'y aura pas de correction. Nous, on attend la suite, puisque le rapport doit être rendu public. Est-ce que le président vous a dit qu'on va corriger? Bon, écoutez le président. C'est un processus qui a été entamé. C'est un processus qui a été entamé. C'est au président qu'on remet le rapport, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'événement anodin. Oui. Si le président a tenu à donner ce caractère à l'événement, il faut savoir décrypter les actes d'un... caractère très officiel. Voilà. Il faut savoir décrypter les actes d'un patriarche. Oui. D'abord, il a envoyé Ayolo. Écoutez bien. Oui. Ayolo est directeur, le ministre Ayolo, respecte à ses fonctions, est quand même ministre directeur du cabinet civil. Le cabinet civil, c'est les affaires en principe privées du président. Oui. Ça a du sens, Madame Mariouane. C'est lui qui était représentant le Cameroun là-bas. Mais là, quand on revient au Cameroun, le président décide de donner un caractère officiel et solennel à ce rapport. Il le reçoit. Et il prend la parole. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? D'emblée, il rappelle que ce que vous venez de faire là, moi je réclame ça depuis 1982 à mon accession au pouvoir. Et il démontre que c'est écrit dans mon livre-programme. Le livre dans lequel j'ai consigné mon projet pour le Cameroun et pour nos partenaires internationaux. Il rappelle ça. C'est important. Je pense qu'il est vu au Cameroun de savoir décrypter les paroles de ce patriarche quand tu fais comme ça. Il envoie d'abord Ayolo là-bas pour se faire représenter. En code diplomatique, ça a du sens. On aurait pu envoyer le ministre des Affaires étrangères. Ça aurait pu. Je ne veux pas me mixer dans la confidentialité des critères qui président aux actes du président, mais j'essaie de décrypter à mon niveau. Vous, on aurait pu envoyer le ministre des Affaires étrangères, mais on il a envoyé le ministre directeur du cabinet civil. Il est certain ministre, mais il est directeur du cabinet civil. Le cabinet civil, nous savons ce que c'est au Cameroun. D'accord. Voilà. C'est après donc que le président entre en scène de manière solennelle. Il se réserve ça pour parler
non seulement à son peuple, mais au monde, pour rappeler que ce que tu es en train de faire là, c'est tard. Et enfin, autrement dit, enfin vous avez accédé à ma demande. Ça me plaît. Vous savez pourquoi? Je vais chuter. Vous savez pourquoi ça me plaît, hein? Oui. Parce que le Cameroun, là, réaffirme que monsieur, ton initiative, là, tu es en retard. Nous, c'est depuis. Et ça plaît au panafricaniste que je suis, parce que le président n'accepte pas que la France attribue l'initiative d'une dynamique qui n'est pas la sienne. De toutes les façons, nous allons voir ce sur quoi ce rapport va déboucher. Vous nous dites qu'il n'y a pas de corrections qui sont prévues. On va déchirer ça. Symboliquement, on va déchirer ça. Il faudrait d'abord que ça arrive à votre niveau. On va déchirer. Vous pensez qu'on n'aura pas pouvoir? Bon, on parle d'autre chose. On attend les prochaines informations sur ce sujet-là. Bien sûr qu'elles seront rendues publiques pour nos téléspectateurs. On continue notre balade de cette semaine qui s'achève. On a également parlé de cette annonce de l'expulsion de près de 2000 Camerounais des États-Unis. Les réactions, bien sûr, n'ont pas cessé d'affluer. Cette nouvelle qui a provoqué des ondes de choc au Cameroun. Mais par contre, du côté de la diaspora, les Camerounais installés aux États-Unis sont plutôt sereins. Ils ne se disent pas particulièrement inquiets. Larissa Libom a pris quelques réactions cette semaine. Regardez. Inébranlables sont certains Camerounais aux États-Unis d'Amérique après la publication des 1736 immigrants programmés pour être expulsés. Une nouvelle qui a provoqué une onde de choc pour leurs proches au pays. Certains nationaux disent qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les Camerounais ne devraient pas avoir peur. Cela ne va pas nous affecter de manière significative. Cela va surtout affecter les immigrants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, comme nous l'avons déjà constaté. La plupart des Camerounais en Amérique ont un certain statut légal, et votre statut légal ne permet pas votre expulsion. Cela dit, sur quelle base un Camerounais peut-il être expulsé conformément à la loi sur l'immigration? L'expulsion ne devient possible que si, pour une raison quelconque, un crime a été commis et qu'un juge en droit de l'immigration a décidé que vous deviez être expulsé. Vous ne pouvez pas simplement être arrêté et expulsé sans raison valable. La loi sur l'immigration n'est pas une nouveauté. Bien qu'ayant des avis mitigés sur le sujet, beaucoup d'entre eux ont construit leur vie aux États-Unis avec des emplois, des familles et des projets pour l'avenir. L'idée de devoir retourner au Cameroun, où les opportunités économiques sont limitées et où le chômage reste élevé, soit 74% selon les chiffres révélés le 13 novembre 2024 par Gabriel Fandja, président de la Commission de l'éducation à l'Assemblée nationale, est source de grande angoisse. Cela met un frein à leurs plans. Cela leur coûte maintenant plus d'argent. Les Camerounais dont les membres de la famille sont connus se retrouvent maintenant bloqués dans des centres de détention pour déplacés internes. Certains d'entre eux ont déjà été expulsés et renvoyés. Cela a certainement perturbé leurs plans. L'expulsion, un coup dur pour certains Camerounais, est encore plus dévastatrice pour d'autres pays, qui comptent de nombreuses personnes concernées. Bien que ces mesures n'interrompront pas la loterie américaine, les jours à venir seront déterminants pour de nombreux immigrants camerounais aux États-Unis. Très rapidement, on revient sur cette actualité également. Donald Trump qui est tout feu tout flamme. 2000 Camerounais aux États-Unis qui vont être expulsés, ou alors le processus est même déjà enclenché. Qu'est-ce qu'on peut penser de cela? Ce sont les prérogatives d'un chef d'État. Un président est élu sur la base d'un programme. Et dans son programme, il est contre ce qu'il appelle l'immigration massive, clandestine, irrégulière. Donc, il est en train d'appliquer son programme. Ce que nous avons à faire, simplement, c'est de défendre nos intérêts. Oui. Il revient à la diplomatie camerounaise et au chef de l'État du Cameroun de s'assurer que les Camerounais qui sont passifs de subir cette décision, que les intérêts soient préservés, que leurs droits ne soient pas violés. Oui. C'est tout. Si c'est avec les droits de ces Camerounais sont violés, mais qu'il y ait de la réciprocité. C'est ça qu'il s'agit. C'est clair, madame, vous regardez, c'est ça qu'il s'agit. Vous savez, moi, les rapports de puissance, je n'aborde pas ça comme certains de nos dirigeants. Le monde bouge.
Une puissance est forte de sa puissance, oui, mais elle est aussi faible à cause de cette puissance-là. Il faut savoir jouer sur ses points faibles. Le Cameroun n'est pas désarmé devant les États-Unis. Nous ne sommes pas couchés et les États-Unis marcheraient sur nous comme ils veulent parce qu'ils s'appellent les États-Unis. Cette période est bien passée. Mais très bien, vous avez bien, merci. Donc, il faut que l'État camerounais défende les intérêts de ces Camerounais-là. Il faut que leurs droits soient préservés. Il faut qu'on s'assure qu'on n'est pas dans une démarche lapidaire de la part d'un président qui a une conception de l'immigration qui est la sienne, que nous connaissons tous. Donc, c'est à l'État du Cameroun de défendre les droits des Camerounais. Parce que nous aussi, on peut envoyer des Américains ici. On peut, je dis, il y a de la réciprocité. D'accord. Voilà, mais je ne dirais pas jusqu'à dire que bon, un président qui est élu sur un programme ne doit pas l'appliquer. Mais c'est déplorable dans le fond maintenant. Je vais dans le fond des choses. Un pays qui doit tout aux Africains, comme l'ensemble de l'Occident. Parlons parler de la France. L'Amérique doit sa richesse à quoi? À l'esclavage. Oui, Madame Marivonne. L'Amérique doit sa prospérité, sa richesse à l'esclavage. Oui. Ça demande de traiter les Noirs américains, les Africains en général, avec de la manière, avec de la courtoisie, avec du respect. J'espère que ces principes-là et cette mémoire historique de l'Amérique ont été prises en compte dans la démarche du président Trump. Je l'espère. Je peux vous rassurer que nous, en tant que panafricanistes, nous allons vérifier, moi je vérifierai à notre niveau de savoir si, en expulsant ces Camerounais... Les droits ont été respectés. Voilà, ont été respectés. Sinon, nous allons monter au créneau pour dénoncer, n'est-ce pas, cet acte-là et rappeler au gouvernement camerounais d'agir en matière de réciprocité. Bien sûr, on a pris beaucoup de temps pour parler de l'actualité nationale. C'est vrai, la RDC, ce n'est pas un sujet moindre, mais je vous donne également l'opportunité de vous exprimer là-dessus, puisque nous sommes désormais à près de 700 morts du côté de Goma, 2800 blessés, et ça c'est le rapport publié par l'ONU vendredi dernier. La situation est certes peut-être un peu sous contrôle, mais s'enlise davantage. L'ONU, son travail, c'est de prendre les rapports, de compter les morts. Elle ne dit jamais qu'elle-même organise les morts, les tueries. Elle est dans le jeu. C'est l'ONU qui est derrière tout ça. Elle ne fait pas son travail. Elle a toujours été complice, l'ONU, de la colonisation en RDC, de la mainmise des puissances étrangères, américaines, occidentales, sur ce pays-là. À Goma, la MONUSCO joue un sale jeu. Elle joue double jeu. En Goma. Il faut le dire. Donc c'est bien de faire le rapport de compter les morts. Mais ils sont dans leur tradition criminelle. Le sang humain pour eux, c'est leur carburant, ça les nourrit. Ils sont des vampires. C'est le vampirisme diplomatique dans lequel l'ONU se livre. Donc, on connaît l'histoire de la RDC, Madame Marivonne. C'était d'abord une propriété d'un idiot qui se faisait appeler roi belge. Attention, président. C'était un idiot, je suis même gentil. Vous savez, quand le moment viendra, on va le juger en temps mort. On va juger sa tombe. Vous trouvez normal qu'un roi étranger vienne faire d'un pays comme ça aussi immense, un pays du central dans la vie du continent, sa propriété personnelle? Monsieur Léopold II en a fait sa propriété personnelle. Après, il a dit que c'est un pays indépendant, mais ça lui appartenait. Quand, dans ses compatriotes ont commencé à jalouser sa fortune, etc., il y a eu des protestations, etc. Écoutez, il a fait don de ça au Parlement belge. Vous vous rendez compte? Vous pouvez léguer ce qui ne vous appartient pas. Il a légué. Et maintenant, on est passé de la colonisation pour quelqu'un à la colonisation au profit de l'État belge. Tout ça a duré près de 85 ans, Madame Marivonne. Et pendant la colonisation avec l'État belge, c'était grave. Pillage, atrocités, corvées, massacres, etc. Tout ça va déboucher sur la naissance du mouvement nationaliste congolais qui va être porté au pinacle par le grand Patrice Lumumba, qui gagne des élections, il devient Premier ministre, et quand il défend les intérêts de son pays, vous savez ce qui lui est arrivé, les Belges ont balkanisé le pays comme ils font d'habitude, ils ont suscité le criminel de Tchombe, l'ami de M. Étienne Tshisekedi, le père de Félix Tshisekedi. Oui. Ça n'arrive pas au hasard, tout ça. Pourquoi on faisait ça? Parce que pour l'Occident, nos matières premières ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas dit, mais c'est la théorie fondamentale de l'impérialisme.
Nos matières premières ne nous appartiennent pas. Le malheur de ce pays, les Occidentaux ont dit, à Berlin, ils ne l'ont pas écrit, mais c'est la norme non écrite, donc elle est même plus puissante que ce qui est écrit. Mais ce qui n'est pas écrit est souvent plus fort que ce qui est écrit. Ils ont dit, comme Dieu les a autant bénis, on va les punir pour ça. Leur matière première, ça nous appartient, on prend. Le pôle 2, c'est un don de Dieu pour la Belgique et l'Occident. Il a fait le travail qu'il avait à faire. Dieu a béni ça. Dieu a béni ça. Le Dieu des chrétiens, catholiques, protestants, qui se sont fondus dans ce pays-là, ils ont applaudi. Que c'est Dieu qui a donné ça au roi belge. C'est Satan qui avait donné ça aux Africains et aux Congolais. Et c'est toujours ces richesses-là qui sont la source. C'est ça le problème en RDC. L'Amérique, madame, n'aurait pas de bombe atomique sans l'uranium de la RDC. La Belgique n'aurait pas été en bonne position à l'époque sur le marché des pneus sans le caoutchouc de la RDC. Bien sûr. Il n'y a pas de commerce mondial de minerais dans tout leur contenu, que ce soit le coltan, le cobalt, tout ce que vous voulez, sans la RDC. Oui. Si vous retirez la RDC à l'Occident, ça déséquilibre l'Occident. Ça déséquilibre le marché mondial des matières premières. Je vous donne des faits encore plus précis pour vous compreniez ce qui se passe en Goma. Très rapidement, nous sommes pratiquement à la fin. On a le réalisateur qui nous fait de grands signes. Kivu, le Nord Kivu, c'est 60%, madame, oui, du cobalt et du coltan mondial. Oui. 60, vous vous rendez compte? 60%. Alors, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de batterie, il n'y a plus de portable pour vous, il n'y a pas de voiture électrique. Il n'y a pas de transition verte sans le Nord Kivu. L'Union européenne finance l'armée de Kagame à hauteur de millions d'euros. L'année dernière... Et on a le président Kagame qui nie toujours son implication. Ne le citez pas, c'est un criminel, c'est un traître. Bon. C'est un traître. Et il sera jugé, Kagame. L'Union européenne a signé un contrat avec lui en février, madame, 2024. L'année dernière, pour qu'il fournisse la matière première à l'Union européenne. Il les prend où? Puisqu'il n'en a pas. Le Rwanda n'en a pas. Et dès avril 2024, un 23 a démarré pour envahir les villes au Nord Kivu. C'est en plein jour, c'est flagrant, cette agression contre l'Afrique et contre la RDC. Kagame doit répondre de cette responsabilité. Nous saluons l'armée congolaise et nous invitons les pays africains à aller renforcer la RDC pour en finir avec Kagame, qui est soutenu par quel État? L'État d'Israël. Nous suivrons, waouh. Oui, bien sûr. Oui, nous suivrons cette actualité de la RDC. Voilà. Bien sûr, il y aura de développement au cours de cette semaine qui démarre. C'était un plaisir de vous avoir. Banakani, président du nouveau mouvement populaire. C'est un plaisir. Revenez quand vous voulez.